l'exercice numéro 5 sur la fonction d'utilité. Donc on va découvrir ce qu'est une fonction d'utilité. Il s'agit donc d'une fonction qui, aux quantités de biens x1 et x2 consommés, va associer un certain niveau d'utilité. En clair, on essaie de donner une mesure de la satisfaction de notre consommateur. En fonction de quoi? En fonction de ce qu'il aura consommé en bien 1 et en bien 2. Dans l'exercice qui nous est proposé ici, l'utilité de l'agent 1 est bien composée d'une certaine consommation de bien 1 et d'une certaine quantité consommée de bien 2 et qui est égale à x1 exposant un quart, x2 exposant un demi. Les questions qui nous sont posées, tout d'abord déterminer l'équation de la courbe d'indifférence, en faire une étude et on va s'interroger sur le fait qu'elle puisse ou pas couper l'axe des abscisses ou celui des ordonnées. Alors l'étude rapide, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1, vérifier qu'elle est décroissante et 2, vérifier qu'elle est convexe. Quel est l'intérêt de faire ces deux vérifications? Eh bien, si on respecte l'ensemble des axiomes du modèle libéral dont est tirée l'analyse microéconomique, on doit avoir une forme de courbe d'indifférence qui est décroissante et convexe. Donc je vous renvoie à l'étude des différents axiomes pour se convaincre de cela. C'est aussi une manière de montrer que la microéconomie s'appuie bien sur l'ensemble de la réflexion qui a été menée par les néoclassiques en ce qui concerne l'étude de l'économie. Est-ce qu'elle peut couper l'axe des abscisses? Eh bien là, en fait, ou l'axe des ordonnées, la question en fait relève de la notion de limite. On va aller voir les limites de cette fonction lorsque x1 tend vers 0 et lorsque x1 tend vers plus l'infini. L'objectif, c'est que notre fonction u reste dans R+. Deuxième question, on définira ce qu'est l'utilité marginale et puis on la définira par le calcul pour chacun des deux biens. Ensuite, on regardera ce qu'il se passe en ce qui concerne l'utilité marginale du bien 1 lorsqu'on augmente la quantité consommée de ce bien 1. Alors ça renvoie à ce qu'on a vu en cours avec la loi de Gaussen. On va vérifier en fait cette utilité marginale décroissante. Question 3, on déterminera le TMS à partir du rapport des utilités marginales. On se rappellera qu'il y a deux définitions au TMS, deux méthodes de calcul qu'on mettra en œuvre ici. Ensuite, on vérifiera que le TMS est décroissant le long de la courbe d'indifférence. Là aussi, ça vient de la forme de la courbe d'indifférence. Si elle est convexe, le TMS est forcément décroissant. Et enfin, on regardera une autre fonction d'utilité U2 qui est proposée ici dans le sujet. Et on se demandera si cette fonction d'utilité U2 a les mêmes résultats que U1 ou bien s'il faut refaire l'ensemble des calculs qu'on a déjà fait pour eh bien, être capable de donner une étude de cette fonction U2. Première question, on nous demande donc de déterminer l'équation de la courbe d'indifférence avec un paramètre U0. Donc le principe, c'est que pour le moment, on a une fonction d'utilité qui est déterminée comme ceci par l'énoncé, et donc on sait que c'est une fonction U des variables x1 et x2. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir tracer notre courbe d'indifférence dans notre graphe, qui est donc comme abscisse x1 et comme ordonnée x2. On n'a que deux variables, et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer U0. Donc on va remplacer U de x1 et x2, qui est écrit ici, par U0, qui en fait va devenir un paramètre. Donc U0 sera une valeur positive, l'utilité étant toujours positive, mais ce sera un paramètre que pour le moment, on n'a pas encore déterminé. 10, 15, 20, 30, 200, on n'en sait encore rien. L'intérêt de remplacer cette écriture-là par U0, c'est que U0 devenant un paramètre, on va pouvoir isoler x2, et donc avoir une fonction de x1 qui nous donnera comme résultat de la fonction la valeur d'x2. Donc c'est ce qui était fait ici. Alors on peut remplacer u par u0, u bar, vous prenez l'écriture qui vous convient le mieux. Une fois que j'ai figé donc u0 comme étant un paramètre, je vais essayer d'isoler x2. Alors pour isoler x2, je vais dans un premier temps diviser ce membre de l'égalité par x1 exposant un quart, ce qui me permet donc d'avoir cette écriture-là. Et ce qui m'intéresse, ce n'est pas x2 exposant 1,5, c'est x2. Donc je vais mettre l'ensemble de cette égalité au carré. J'obtiendrai donc bien x2 et ici u0 au carré et x1 exposant 1,5. Alors je ne vais pas laisser cette écriture-là sous cette forme parce que je sais qu'ensuite, quand j'ai une fonction d'utilité, on va toujours me demander d'en faire l'étude. Pour en faire l'étude, il faudra que je fasse la dérivée première et la dérivée seconde. Alors vous pouvez dériver à partir de cette forme si ça vous convient. À titre personnel, je préfère l'écrire sous cette forme-là. Donc on est d'accord que 1 sur x1 exposant 1,5, c'est pareil que x1 exposant moins 1,5.
Donc je préfère garder cette forme car je trouve que c'est plus simple dans l'exercice de dérivation qu'on va devoir faire. Vous pouvez bien sûr travailler à partir de cette forme. On va maintenant vérifier que cette équation, qui est ici en vert, respecte bien les axiomes de la théorie microéconomique. Pour vérifier ça, il faut vérifier qu'elle est décroissante et il faut vérifier qu'elle est convexe. Cette courbe-là va être décroissante si sa dérivée première est positive. Donc première chose qu'on va faire, on va la dériver une première fois et donc on obtiendra un résultat et on cherchera à voir si ce résultat est positif ou négatif. Donc ici, le paramètre U2 au carré est un paramètre. C'est un paramètre qui est multiplié à la variable, donc dans le processus de dérivation, il ne change pas. Je recopie ici mon U0 au carré. Ensuite, il me faut dériver cette partie-là de l'écriture, x1 exposant moins 1,5, et donc la dérivée de x exposant n, c'est n, x exposant n-1. Donc ici, je vais bien avoir n qui est égal à moins 1,5 que je recopie ici, x1 qui ne bouge pas, exposant moins 1,5 moins 1, 1 c'est 2 demi, donc ça fait bien moins 3 demi. Ici j'ai un paramètre qui est négatif, ici j'ai une utilité qui est positive et en plus elle est au carré, donc elle est toujours positive. Et ici j'ai x1 exposant moins 3 demi, x1 représente des quantités de biens, donc x1 est forcément positif. Et là on a en fait 1 sur x1 exposant 3 demi, ce qui là aussi est un ratio qui est positif. Du coup, on a un membre négatif multiplié par deux membres positifs. On a donc une fonction qui est forcément négative. Comme la dérivée première est négative, la fonction est décroissante. On va maintenant vérifier que cette fonction, elle est convexe. Cette fonction, elle est convexe si la dérivée seconde de cette fonction est positive. La dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée. Il s'avère qu'ici, on a établi la dérivée. Je vais donc effectuer la dérivée de cette écriture-là. Cette écriture-là est dérivée avec la même formule que la fois précédente, c'est-à-dire x1 exposant n a pour dérivée n, x1 exposant n-1. Ici, on a la variable x1 qui est multipliée par des paramètres. Les paramètres ne changent pas dans le processus de dérivation. Donc, on recopie moins 1,5, u0 au carré qui viennent d'ici. Ensuite, il faut dériver cette partie de la fonction. x1 exposant moins 3 demi, donc ça c'est n, on va donc le recopier ici. Ensuite, on va avoir x1 qui ne change pas, et puis l'exposant moins 3 demi moins 1. Moins 3 demi moins 1, ça fait moins 5 demi. Ici, on multiplie ces deux fractions, on obtient 3 quarts, et puis on recopie le u0 au carré. On a donc une fraction positive multipliée par une utilité qui est toujours positive et qui en plus est au carré, multipliée par 1 sur x1 exposant 5 demi, sachant qu'x1 est forcément positif puisque c'est un bien. On a donc la multiplication de trois membres positifs, donc cette dérivée est forcément positive. La conclusion de cette analyse, c'est qu'on a une fonction ici qui respecte bien l'ensemble des axiomes de la microéconomie. On a une fonction qui est décroissante, on a une fonction qui est convexe. On va maintenant regarder ce qui se passe lorsqu'on va vers les asymptotes, enfin plus exactement on va voir ce qui se passe lorsque x1 tend vers 0. Ce qu'on voudrait, c'est que la fonction tende vers plus l'infini en fait, qu'elle se rapproche de 0 mais qu'elle ne soit jamais égale à 0. Et puis de l'autre côté, lorsque x1 va tendre vers plus l'infini, donc on s'éloigne vers la droite sur notre graphique, ce qu'on voudrait, c'est que notre courbe tende vers l'axe des x1, mais ne coupe jamais cet axe. Pourquoi est-ce qu'on veut ça? Parce qu'en fait, c'est ainsi qu'on respecte un maximum les axiomes de la théorie microéconomique. On verra qu'en fait, on peut avoir des situations où cette courbe vient buter, vient couper un des deux axes, l'abscisse ou l'ordonnée, et là on appellera ça une solution en coin. Mais ce n'est pas la solution de base, donc on espère qu'on va tomber sur une solution plus basique. Il faut donc qu'on cherche les limites. Alors ici, on va étudier la limite de cette écriture-là. Alors lorsque x1 tend vers plus l'infini, qu'est-ce qu'on observe? On va avoir ici une division. Je peux peut-être prendre cette écriture-là si vous préférez pour mieux voir. Le paramètre qui va tendre vers plus l'infini, c'est x1. Donc on va diviser u2 au carré par quelque chose qui est de plus en plus grand et qui tend vers plus l'infini. Donc un paramètre fixé divisé par une valeur de plus en plus grande va tendre vers 0.
Mais on tend bien ici vers plus l'infini, U0 est au carré, donc c'est positif, donc ce résultat va rester positif. Donc on dit que cela tend vers 0 plus, autrement dit, on va rester dans R+, mais la valeur de x2 va tendre vers 0. Qu'est-ce qui se passe maintenant si x1 tend vers 0? Donc si ici on a x1 qui tend vers 0, on a x1 qui va être en exposant 1,5, donc on a la racine carrée en fait de cette valeur. Et donc on va diviser U0 au carré par quelque chose qui est de plus en plus proche de 0. Et donc lorsqu'on divise par quelque chose qui est inférieur à 1 et qui tend vers 0, eh bien, le résultat qu'on trouve est de plus en plus grand. Ici, la limite de f de x1, la limite de cette fonction-là, lorsque x1 tend vers 0, ce sera plus l'infini. On a donc bien une courbe qui correspond parfaitement à ce qu'on a vu en cours, à savoir, elle est décroissante, elle est convexe, et elle ne touche jamais les axes. Par contre, plus on se rapproche des axes, soit vers plus l'infini lorsque x1 tend vers plus l'infini, soit lorsque x1 tend vers 0, on va avoir une courbe qui est asymptotique et qui va être de plus en plus proche des deux axes. On mémorisera qu'à partir du moment où on a une fonction Cobb-Douglas, ces résultats sont toujours vrais. Les Cobb-Douglas sont toujours décroissantes, convexes et asymptotiques. Dans la deuxième question de cet exercice, on demande de définir et calculer les utilités marginales. Alors, l'utilité marginale, c'est l'utilité que le consommateur va retirer d'une consommation d'une unité supplémentaire d'un certain bien. Donc, vous imaginez, vous avez un certain nombre de biens, des bananes, des pommes, peu importe, mais tous identiques. Donc, vous avez par exemple un certain nombre de bananes et on vous propose une banane supplémentaire. Et on se dit, ok, quelle est l'utilité associée à cette banane que j'obtiens en plus? Donc c'est un concept qui est différent de l'utilité totale. L'utilité totale, c'est l'utilité de l'ensemble de toutes les bananes que je possède. Là, l'utilité marginale, c'est l'utilité uniquement de la dernière unité consommée. Alors comment est-ce qu'on l'obtient? L'utilité marginale, c'est la dérivée de la fonction d'utilité par rapport au bien étudié, par rapport à la variable étudiée. Donc en fait, il va falloir qu'on parte de la valeur de l'utilité et qu'on dérive une fois par rapport à x1 et une fois par rapport à x2. Pour mémoire, l'utilité est égale à x1 exposant 1 quart, x2 exposant 1 demi. Donc ici, on va faire les dérivées partielles de cette fonction par rapport à chacune de nos deux variables. Donc ici, on va considérer que x2 exposant 1 demi, dans le cas où on dérive par rapport à x1, est un paramètre. Le paramètre est multiplié à notre variable, donc en fait, on va le recopier ici, dans notre dérivée. Et maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est dériver ce membre-là, cette partie-là. On utilise la même formule que précédemment, à savoir x exposant n a pour dérivée n, x exposant n-1. Donc on recopie 1 quart, on a notre variable x1, et ici on a 1 quart moins 1, et donc 1 quart moins 1, c'est moins 3 quarts, et on obtient la dérivée de u par rapport à x1. On fait la même chose avec x2. Je prends la même fonction d'utilité par rapport à x1 et x2, sauf que cette fois-ci, je vais considérer que c'est x1 qui est un paramètre et x2 qui est ma variable. Le paramètre est multiplié à la variable, donc je le recopie ici directement. Et je dérive cette partie-là de l'écriture. Et j'obtiens 1 demi, x2, exposant 1 demi moins 1, c'est-à-dire moins 1 demi. Alors je vais vérifier une première loi. C'est la loi de l'utilité marginale. Alors cette utilité marginale en microéconomie, elle est supposée positive et décroissante. Donc on peut là, à ce stade, vérifier qu'elle est positive. Alors, on regarde ici, on a 1 quart multiplié par x1 exposant moins 3 quarts. x1 représente des quantités de biens, donc est forcément positif. x2 exposant 1 demi, x2 représente des quantités de biens, donc est forcément positif. J'ai donc la multiplication de 3 membres positifs, cette écriture-là est forcément positive. Donc mon utilité marginale est bien positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux avoir déjà une quantité astronomique de bananes. L'utilité d'une banane supplémentaire reste positive. Donc ça veut dire qu'en fait je vérifie l'axiome de non-satiété. On vérifie la même chose pour l'utilité marginale du bien 2. Ici j'ai un paramètre qui est positif, multiplié par un paramètre positif, multiplié par un paramètre positif, donc l'ensemble de l'écriture est positive. Là aussi, je serai insatiable en bien 2, puisque mon utilité marginale est positive. Il n'y a aucunement des désutilités,
Et donc, même lorsque j'ai déjà une très grande quantité du bien 2, lorsqu'on me donne une unité supplémentaire du bien 2, eh bien mon utilité supplémentaire, l'utilité marginale, est positive. Ce que je vais maintenant vérifier, c'est comment elle évolue, cette utilité marginale. Alors dans l'exercice, on nous demande de ne le faire que par rapport au bien 1. Pour vérifier comment évolue une fonction, on en cherche la dérivée. La dérivée d'une fonction nous permet de savoir si cette fonction est croissante ou décroissante. Alors intuitivement, qu'est-ce qu'on se dit? On sait que la valeur est fondée par, en économie, la rareté et l'utilité. Et donc ici, l'idée, c'est de se dire qu'on va essayer de vérifier qu'on a bien une valeur décroissante. On va avoir, en théorie, une utilité marginale décroissante. C'est-à-dire que l'utilité marginale de la première banane que vous avez consommée, elle est immense, mais l'utilité marginale de la 200 millième banane que vous consommez, ben elle est très petite. Et donc, on va essayer de vérifier ça dans cet exercice. Du coup, on est obligé de faire la dérivée de l'utilité marginale. Notre utilité marginale, elle est ici, on vient de l'établir. On va donc dériver l'utilité marginale du bien 1. Alors c'est ce qui est fait ici, on retrouve un quart, on utilise les mêmes formules que précédemment dans l'exercice, donc ici on a moins 3 quarts x1 exposant moins 3 quarts moins 1, et puis x2 est considéré comme une constante, donc il est uniquement recopié. 1 quart multiplié par moins 3 quarts, ça nous fait moins 3 16e. x1 exposant, alors moins 3 quarts moins 1, ça fait moins 3 quarts moins 4 quarts, donc ça fait moins 7 quarts, x2 exposant 1,5. Si on respecte bien les axiomes et la théorie microéconomique, on devrait avoir un résultat négatif. Notre utilité marginale devrait être décroissante. Alors ici, j'ai un paramètre qui est négatif, multiplié par un paramètre qui est positif, multiplié par un paramètre qui est positif, x1 et x2 représentant des quantités consommées de biens, donc étant positives. Un paramètre négatif multiplié par deux éléments positifs va donc nous donner un résultat négatif, l'utilité marginale est bien décroissante. Question numéro 3, il faut calculer le TMS, alors le taux marginal de substitution. On va le calculer à partir de deux méthodes. Alors laquelle des deux méthodes on choisira dans les exercices? Vous prenez la méthode qui vous prend le moins de temps en fait. Vous avez besoin dans une première méthode de connaître la dérivée de x2 par rapport à x1. Si vous l'avez calculé précédemment dans l'exercice, n'hésitez pas à prendre cette solution. Et puis dans la deuxième méthode, on a besoin en fait de faire le rapport des deux utilités marginales. Donc si on nous a fait calculer les deux utilités marginales dans des questions précédentes, eh bien on préférera cette méthode-là. On les regarde chacune en détail. Méthode numéro 1, le TMS, c'est l'opposé de la dérivée de la fonction x2 par rapport à x1. Il s'avère que la dérivée de la fonction x2 par rapport à x1, on l'a calculée en question 1. La dérivée de x2 par rapport à x1 est ici. Je n'ai donc plus qu'à mettre un signe moins devant cette écriture, donc moins et moins, ça nous donnera un plus, et j'obtiens ici la valeur de mon TMS. Alors en termes d'écriture, quelles sont ici les composantes, les variables de mon TMS? Eh bien j'ai un TMS qui est écrit par rapport à un certain niveau d'utilité qui est fixé, et un seul des deux biens, ici x1. On verra que le type d'écriture dont on a besoin peut aussi influencer la méthode qu'on va choisir. Donc ici, on a en fait une écriture à partir d'une valeur donnée du paramètre U0. Dans la deuxième méthode, on va chercher chacun des deux TMS. Donc ça a été fait dans la question précédente. Donc on va repartir de notre utilité. Les deux utilités marginales ont été calculées dans la question 2, donc sont ici. Et maintenant, on va calculer le rapport UM1 divisé par UM2. Le rapport UM1 divisé par UM2 est écrit ici. Il nous reste à simplifier. Donc ici, on a x1 exposant moins 3 quarts, donc ça revient à 1 sur x1 exposant 3 quarts, et donc ça fera x1, qu'on retrouve ici. On a ensuite 1 quart divisé par 1 demi, c'est-à-dire 1 quart multiplié par 2. Donc ça fait 1 demi, on retrouve le 2 ici. Et puis en ce qui concerne x2, on a x2 exposant moins 1 demi, donc c'est-à-dire qu'en fait ici, on divise par ce paramètre avec un exposant négatif, donc c'est pareil que multiplié par x2 exposant 1 demi. Donc on a x2 exposant 1 demi deux fois, et donc du coup, ça nous donne x2. Et donc après simplification, cette fraction donne x2 sur 2x1.
On a cette fois-ci une écriture qui est sensiblement différente, puisqu'ici on a écrit le TMS par rapport à x1 et à x2. Dans le cas précédent, on avait écrit le TMS par rapport à x1 et u0. Alors avant d'aller plus loin, on va vérifier que ces deux écritures sont bien identiques. Pour faire cela, on va remplacer la valeur de x2 dans cette écriture. Alors on sait que x2 est égal à cette écriture-là. Ça, on l'a établi en première question. Ici, on avait bien établi la valeur de x2. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va partir de cette écriture et on remplace x2 par sa valeur. Et on simplifie. Donc ici, on a x1 exposant moins 1,5 et ici, on a x1. Donc ça revient à multiplier x1 par x1 exposant moins 1. Et donc ici, on obtiendra x1 exposant moins 1 demi moins 1, c'est-à-dire moins 3 demi. On retrouve le 1 demi, donc ici on a bien divisé par 2, donc on a 1 demi. Et puis on a notre paramètre u0 au carré qui est recopié ici. Or, ce que j'observe, c'est que ce résultat-là est strictement le même que celui-ci. Donc effectivement, cette écriture-là et cette écriture-là définissent toutes les deux le TMS. Si vous faites le calcul, vous allez trouver la même valeur. Sauf que mon TMS, dans un cas, il est écrit par rapport à x1 et une donnée fixée de u0. Et dans l'autre cas, il est écrit par rapport à x1 et x2. Lequel on va donc choisir dans les exercices qu'on fera plus tard. Très souvent celui-ci, parce que c'est cette écriture-là qui nous intéressera dans un certain nombre de résolutions de calcul. Dans d'autres cas, eh bien, on sera amené à utiliser celle-ci, mais de manière beaucoup plus rare. Question numéro 4, on se demande comment évolue le TMS le long de la courbe d'indifférence. Donc pour cela, il faut déterminer la dérivée du TMS et en étudier le signe. À chaque fois qu'on étudie le sens d'évolution d'une variable, on en cherche la dérivée et on étudie le signe de cette dérivée. Donc on pourrait se dire, eh bien, je veux connaître l'évolution de mon TMS le long de la courbe d'indifférence. Je vais donc faire la dérivée du TMS et puis je regarderai si cette dérivée est positive. On sait que le TMS est égal à x2 divisé par 2x1. On l'a établi en question précédente. Alors je modifie un peu l'écriture pour que ça soit plus simple pour dériver, mais vous pouvez bien sûr travailler à partir de cette écriture. Moi je préfère écrire 1 demi, donc c'est le 2 qui est là. x2 qui est un paramètre ici, puisque je vais dériver par rapport à x1. Et du coup, je réécris x1 comme étant non pas 1 sur x1, mais x1 exposant moins 1. Ça me permettra de réutiliser la formule nx exposant n-1. Donc, dans le cadre de la dérivée de cette écriture mathématique-là, 1 demi et x2 sont des paramètres, donc je peux les recopier, sont des paramètres multipliés à la variable qui va être dérivée. Et la dérivée de x1 exposant moins 1, c'est moins 1, x1 exposant moins 2. Par conséquent, en simplifiant ici, on a donc moins 1 demi de x2, x1 exposant moins 2. Et on voit qu'on a ici un paramètre qui est négatif, multiplié par deux paramètres positifs. Donc la dérivée du TMS est négative, notre TMS est bien décroissant. Deuxième méthode pour répondre, et pour éviter de faire le calcul, on peut faire un raisonnement. Donc le TMS est l'opposé de la dérivée de la fonction d'utilité. Par conséquent, la dérivée du TMS est l'opposé de la dérivée seconde de la courbe d'indifférence. Or, la dérivée seconde de la courbe d'indifférence a été calculée en question 1 et on avait obtenu ce résultat-là qui était positif. En conséquence, le TMS a un signe opposé, donc il est négatif. Alors dans la question 5, on nous propose une nouvelle fonction d'utilité qui s'écrit ainsi 1 quart de ln de x1 plus 1 demi de ln de x2. On se demande si cette fonction a les mêmes caractéristiques que la fonction U1 qu'on a déjà étudiée, ou bien s'il faut refaire tous les calculs d'utilité marginale, de TMS, vérifier la décroissance, vérifier la convexité, etc., etc. On sait que si une fonction est une fonction transformée monotone croissante d'une autre, alors ces deux fonctions ont, du point de vue de la microéconomie, les mêmes caractéristiques. Est-ce qu'on peut écrire l'équation U2 comme étant une composée de l'équation U1. Alors, ici, on repère un logarithme népérien, et donc je vous renvoie au cours de mathématiques sur les propriétés du calcul avec les logarithmes népériens, mais donc on peut écrire cette forme-là sous celle-ci. Ces deux formes-là, ces deux écritures sont deux écritures équivalentes. Et par conséquent, U2 est bien le logarithme népérien de U1. Par conséquent, U2 et U1
vont avoir les mêmes caractéristiques et l'ensemble des paramètres ne sont pas recalculés. On peut les reprendre tels quels de l'étude de U1 pour U2. On va s'en convaincre avec un calcul, le TMS. On prend ça sur un exemple. Est-ce que vraiment ces deux utilités ont le même TMS? Alors, pour calculer un TMS, on peut procéder par le rapport des utilités marginales. Donc je calcule l'utilité marginale de la fonction 2 par rapport à 1. Donc je vais dériver cette écriture-là par rapport à 1. Ici j'ai une addition avec quelque chose qui est un paramètre et donc qui va disparaître dans l'opération de dérivation. Du coup il me reste quoi? 1 quart, et il faut que je dérive ln de x1. La dérivée de ln de x1 c'est 1 sur x1. Donc du coup j'obtiens 1 sur 4x1. Pour la dérivée de u par rapport à x2, c'est la même chose. Je vais considérer que ça, c'est un paramètre et qui donc va disparaître dans l'opération de dérivation, puisque là, c'est une addition entre le paramètre et la variable. Et il me reste donc à dériver ce morceau-là. Ici, 1/2 est un paramètre, ne changera pas dans le processus de dérivation, puisqu'il est multiplié à ma variable dérivée. Par contre, ici, x2, je dois le dériver, donc ln de x2, et sa dérivée, c'est 1 sur x2. Donc j'obtiens ici 1/2 multiplié par 1 sur x2, soit 1 sur 2x2. Le TMS, c'est le rapport des utilités marginales. Le rapport des utilités marginales s'écrit ainsi. Je fais ma simplification. Ça, c'est la même chose que 1 quart multiplié par 2x2, c'est-à-dire 2x2 sur 4x1. On simplifie par 2 et on obtient bien x2 sur 2x1, ce qui était la valeur du TMS qu'on avait obtenu pour U1. Donc, on en est sûr maintenant. Lorsqu'une fonction est une composée monotone croissante d'une autre, les deux fonctions ont toujours les mêmes résultats et les mêmes caractéristiques microéconomiques.